immense. Je vais maintenant passer à l'équipe, la parole à l'équipe tarification du carbone. C'est Claudia Basta qui va jouer les facilitatrices. Claudia from the Netherlands. I am a researcher and I have been involved Claudia, in Pays-Bas, science je democracy suis that was just mentioned from the establishment of the association. je participe aux travaux de Science for Democracy depuis la création de l'association il y a 2 ans. Grâce à Science for Democracy, j'ai pu participer à la conception d'une initiative citoyenne dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, ce n'est pas moi qui ferai cela, mais bien les personnes qui travaillent sur l'initiative, collectent les signatures, etc. Aujourd'hui, donc, je vais modérer le débat. 5 personnes prendront la parole. Alors, je laisserai un petit peu plus de temps à la première présentation. C'est un PowerPoint que nous voulons observer et pouvoir partager. C'est Carlo Maresca qui est coordinateur de l'initiative européenne sur la tarification du carbone. Il va nous il faut savoir qu'on va travailler dans la continuité aujourd'hui. Donc nous allons partir des informations scientifiques sur les émissions de CO2 et l'impact du changement climatique de ces émissions. On va écouter ce que nous dit la science. Qu'est-ce qui est souhaitable? Qu'est-ce qui doit pousser une telle politique? Écoutons Carlo. Donc. Bonjour. Carlo, étudiant en économie à Milan. L'initiative que nous défendons, stopglobalwarming.eu, c'est un instrument essentiel dans la lutte contre l'urgence climatique. Nous demandons ici à la Commission de mettre un prix aux émissions altérant le climat. Nous souhaitons que les décideurs, les citoyens, que tout le monde en fait trouve des solutions pour baisser les émissions à une échelle et une vitesse raisonnable, ou nécessaire plutôt. Pourquoi avons-nous souhaité avoir une initiative sur la tarification carbone pour lutter contre le changement climatique? 27 prix Nobel, anciens gouverneurs de banque centrale américaine, des anciens secrétaires du Trésor américain, des économistes américains, mais également, c'est un peu mieux comme ça, des économistes du monde entier ont reconnu qu'une taxe carbone, c'est le levier le plus efficace permettant de réduire les émissions altérant le climat. C'est la meilleure solution d'un point de vue économique, sociétal et économique. Déclarer l'urgence climatique. Lorsque cela a été fait, 11 000 universitaires ont produit une déclaration expliquant que la science est le meilleur indicateur de l'urgence climatique. Des objectifs qui peuvent être réalisés par notre initiative, la réduction des gaz à effet de serre, la transition énergétique et la transition vers une économie neutre en carbone. Je vais vous montrer une petite vidéo produite par le Fonds monétaire international portant sur les avantages socio-environnementaux de la tarification du carbone. Vidéo qui ne sera malheureusement pas interprétée, vous préviennent les interprètes. We have some problem with the audio, so
I think it's not the best thing to do to watch all this video. And oh, it's clear. Okay. According to the IMF, Pour le FMI, ou selon cette vidéo du FMI, la taxation des énergies fossiles, c'est la meilleure manière de lutter contre le changement climatique. Mais cela doit s'accompagner de mesures d'aide pour les groupes les plus durement touchés dans la société. Je vais à présent vous présenter un résumé présentant des approches alternatives, l'ETS, la taxe carbone, la réglementation ou les FIBES. Alors une taxe carbone, cela doit permettre de tirer pleinement profit des opportunités de réduction. C'est un mécanisme de marché et cela permet de choisir la meilleure manière, celle qui est la plus efficace pour réduire les émissions. Cela s'accompagne d'une prévisibilité de prix essentielle pour tirer profit de la faisabilité sociale de ces politiques. Et une taxe carbone, c'est une approche permettant de générer des revenus avec une charge administrative réduite. Parlons maintenant des propositions portées par l'initiative. Dans notre demande à la Commission européenne, nous souhaitons prévoir un prix minimum pour les émissions de CO2, commencer à 50 € par tonne de CO2 à partir de 2020, pour aller jusqu'à 100 € à l'horizon 2025. Il y a une petite erreur dans mon transparent, comme vous pouvez le voir. Nous souhaitons abolir le système de crédit gratuit pour les pollueurs. Nous souhaitons également avoir un mécanisme d'ajustement frontalier pour les importations non UE. Les recettes découlant de cette politique seront consacrées à des politiques encourageant les économies d'énergie et le recours aux sources renouvelables. Une taxe carbone, c'est l'outil le plus efficace pour réduire les émissions altérant le climat en termes de quantité d'émissions et en termes de temps nécessaire pour atteindre l'objectif. Pour maximiser l'acceptation sociale, l'équité et la faisabilité de la politique, toutes ces recettes doivent être investies dans la réduction des impôts des revenus les plus faibles. Les citoyens doivent recevoir plus que l'augmentation des prix pour bénéficier directement et concrètement des dividendes CO2.
Il faut par ailleurs protéger la compétitivité européenne et empêcher la fuite de carbone. Raison pour laquelle nous avons demandé à la Commission de faire appliquer un mécanisme d'ajustement carbone frontalier. La taxe carbone devrait connaître une augmentation année après année qui se terminerait lorsque les objectifs de réduction sont atteints. Un prix d'émission progressif, une augmentation progressive du prix des émissions de CO2 encouragera l'innovation technologique et le développement d'infrastructures énergétiques de grande échelle. J'en arrive à mon dernier. Une taxe carbone qui augmente progressivement remplacera le besoin de réglementation carbone moins efficace. Nous pourrons remplacer des réglementations inutiles et nous donnerons de la certitude aux entreprises et aux régulateurs, ce qui leur permettra d'investir dans le développement durable à long terme. Thank you very much for the presentation. I just want to highlight something of it. All I know about European Citizens Initiatives, I know it through the platform that was established to set up this specifically. And what I really think that should be highlighted of this initiative, correct me if I'm wrong, Carlo, is the fact that a measure which is considered from the largest majority possible une mesure envisagée par une majorité d'économistes et de scientifiques qui est jugée comme permettant de réduire et d'inciter à la réduction. Une initiative qui permet de pousser les actions dans les technologies vertes, elle s'inscrit dans un concept plus large d'action sur le bien-être de l'Union européenne, réduire l'imposition des plus faibles revenus notamment. C'est une politique sociale réellement européenne qui est envisagée ici. Moi, je trouve que c'est vraiment un aspect innovant de cette initiative européenne. Pablo Berjano est le suivant sur ma liste. Carlo s'est concentré sur le contenu et les objectifs de l'initiative. Pablo va nous expliquer comment la procédure s'organise. Est-ce que quelqu'un écoute bien la cabine française? Si c'est le cas, merci de lui faire un petit signe ou un petit signe de la main pour s'assurer que la cabine française ne travaille pas pour rien. Un petit signe vers la cabine française qui se trouve à l'arrière. Est-ce que quelqu'un écoute la cabine française? Oui. Parfait. Alors, c'est un outil puissant dont nous parlons aussi. Un outil de changement politique. Alors, l'objectif, mettre un terme au réchauffement climatique. Nous en sommes convaincus. La fiscalité doit porter sur la pollution et non sur le travail. Notre outil, c'est l'initiative européenne sur la taxe carbone. Mais ce n'est que le premier élément. À partir du moment où nous aurons une bonne politique, il nous faut poser la question comment faire appliquer une bonne stratégie pour que cette politique devienne une bonne politique et que l'on puisse présenter cela à la Commission européenne. Je me rappelle que l'objectif, c'est 1 million de signatures pour que cette politique soit présentée à la Commission européenne et que donc la procédure législative soit entamée. Alors moi je suis un ingénieur, un peu de mathématiques. Alors je vais essayer de vous expliquer comment on peut collecter d'abord les signatures de façon assez traditionnelle avec un comité de 7 personnes. Bon, voilà, l'objectif c'est d'1 million de signatures, je vous l'ai dit. Alors, prenons une table, une après-midi, sans signature. Cela veut dire 10 000 tables pour collecter les signatures partout en Europe. Les tables sont placées le week-end d'habitude. Donc, chaque week-end, le comité doit dresser 200 tables aux 4 coins de l'Europe. Alors je vous pose la question, 7 personnes peuvent organiser chaque week-end
autant de tables. Heureusement, d'autres outils sont à notre disposition. Nous sommes à l'ère du numérique. Nous pouvons collecter des signatures numériques. Nous avons un site internet, stopglobalwarming.eu. Vous pouvez signer en quelques minutes seulement. Une campagne sur les réseaux sociaux a également été mise en place. Nous avons un directeur artistique, un copywriter, André Andreoli et Navi Candelli, qui ont créé du contenu et une stratégie réseaux sociaux. C'était nécessaire pour faire entendre notre voix et notre politique dans la jungle du numérique. Voilà un exemple du contenu que nous avons créé pour Internet. Et voilà comment nous partageons le contenu sur nos réseaux sociaux. Ce contenu a été créé pour faire appliquer une stratégie dans un échéancier bien défini. Voilà le contenu des premiers mois dans un tableau. Pour chaque contenu, nous avions le meilleur moment, le meilleur endroit. Nous suivions le calendrier législatif européen, mais aussi l'agenda climatique. Est-ce que cela suffit pour atteindre 1 million de personnes sans qu'il y ait un groupe de suiveurs préexistants? Et donc nous avons décidé d'aller plus loin, de créer un réseau. Donc nous avons voulu présenter nos initiatives citoyennes à d'autres organisations pour leur demander de soutenir notre initiative. Donc vous voyez ici notre coordinatrice qui présente notre initiative au Parti des Verts, qui a d'ailleurs soutenu l'initiative. Nous avons également participé à la grève organisée par Fridays for Future. Mais en fait, l'essentiel, c'est de mettre en place un réseau pour atteindre ce million de signatures. Si une personnalité peut être impliquée dans la campagne, eh bien, nous pouvons atteindre 1 million de signatures. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Il y a plusieurs méthodes de travail dans le cadre du Stop Global Warming, mais si nous travaillons ensemble, on pourrait vraiment atteindre notre objectif dans un délai de 12 mois. Alors, comment essayons-nous d'étendre notre réseau? Alors tout d'abord, nous essayons de former des gens par le biais de nos webinars. Nous essayons de leur dire comment on organise une table de collecte de signatures, comment faire passer le message par le biais des réseaux sociaux et puis, surtout, comment présenter la proposition à d'autres organisations. Donc en fait, pour résumer, ce qu'il faut pour faire passer donc une initiative pour en faire une politique, il faut bien absolument créer un réseau. Je dois dire que, merci, je fais partie de ces 7 citoyens qui ont été, qui se sont réunis. Alors moi, je ne suis ni sur Instagram, ni sur Facebook, je suis une personne tout à fait ordinaire et je ne connais pas les grands groupes de suiveurs et je dois dire que ce type de présentation me fait prendre conscience justement de tout ce travail absolument indispensable qui doit être fait pour créer ce réseau. Effectivement, il suffit parfois d'avoir une personne qui nous soutient avec ensuite un grand groupe de followers. Donc nous verrons comment cela pourra évoluer. Alors je voudrais donner la parole à présent à la 3e intervenante, Eleonora Evi, qui est membre du Parlement européen. Merci d'être avec nous. Vous avez été élu au Parlement européen avec le mouvement 5 étoiles, qui fait partie de la coalition au gouvernement italien. Vous êtes très active sur le plan environnemental. J'ai lu certaines de vos contributions. Vous avez travaillé vraiment sur les questions telles que l'industrie, l'environnement. Donc merci d'être ici parmi nous. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir, comme vous l'avez dit. J'ai été membre du Parlement européen lors de la législature précédente. J'étais à la commission environnement et la commission pétition.
Voilà, bon, je vais essayer de parler dans le micro, effectivement, ça sera plus pratique. Et j'ai été réélue à présent pour mon deuxième mandat et je vais continuer de travailler dans ces deux commissions, donc environnement et pétition, qui sont vraiment tout à fait cruciales pour les sujets dont nous parlons aujourd'hui. Je dois dire que c'est un véritable honneur pour moi d'être là. Je suis la première députée européenne à avoir signé ce type d'initiative. Je suis sûre que d'autres collègues vont se joindre à nous dans cette initiative. Alors moi, je pense que c'est quelque chose qui arrive vraiment à point nommé. C'est une problématique tout à fait actuelle et il est fondamental justement d'exercer une pression sur cette nouvelle commission parce que nous devons agir. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons vraiment un travail immense qui nous attend pour réagir justement au changement climatique et l'Europe doit vraiment être aux manettes et doit mener cette bataille. Moi, de manière générale, je soutiens tout à fait les initiatives citoyennes. D'ailleurs, j'ai travaillé sur la révision de cet instrument. Malheureusement, je dois dire que cet instrument, qui est un instrument très puissant, je vais vous donner quelques petits exemples d'initiatives précédentes qui ont connu énormément de succès par le passé. Eh bien, une initiative citoyenne n'oblige en rien la Commission d'agir. La Commission est toujours libre de collecter et de noter les demandes des citoyens européens, mais en fait, le fait de transformer cette demande en acte législatif, ça c'est un autre processus. Alors, je voulais vous donner quelques exemples et je voulais vous livrer quelques réflexions sur l'initiative citoyenne sur la tarification du carbone, parce que nous devons véritablement modifier notre manière de produire de l'énergie, la manière dont nous nous alimentons, la manière dont nous chauffons et nous rafraîchissons nos bâtiments. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui se font, mais est-ce que ces politiques, alors il y a eu des politiques pour essayer d'en tenir compte, mais à quel point est-ce que ces politiques ont-elles été efficaces? Nous devons vraiment nous tourner vers des mesures autrement plus efficaces. Et voilà pourquoi je crois que attribuer un prix au carbone serait une méthode efficace. Et je pense que le prix pourrait refléter l'empreinte carbone de manière claire, puisque cela nous permettrait d'appliquer l'un des meilleurs principes dont nous disposions, à savoir le principe du pollueur-payeur. Alors parfois on a négligé, parfois contourné certains principes. C'est ce qui s'est passé dans le mécanisme d'échange d'émissions, le mécanisme ETS. Malgré les bonnes intentions et les engagements, mais sur le terrain, cela n'a pas véritablement apporté la réduction dont nous avons besoin dans le secteur de l'énergie et de l'industrie. Pourquoi? Eh bien parce que, à mes yeux, les industries ont continué d'émettre des émissions en l'absence d'un encouragement, de mesures d'encouragement véritables. Pourquoi? Parce que le prix attribué aux émissions autorisées, eh bien, était tout simplement trop bas. Le prix était trop bas pour essayer de stimuler un investissement et donc l'industrie a tout simplement préféré payer des sommes assez réduites et continuer de polluer. En fait, cela inverse en fait le principe du pollueur-payeur. Je paye, donc je peux polluer. Plutôt que d'avoir des actions qui pourraient remédier à la situation qui est le principe, enfin le fond du principe du pollueur-payeur. Alors il y a toujours eu un peu trop d'émissions libres accordées à un grand nombre de secteurs qui peuvent continuer de polluer et d'ailleurs certaines de ces industries ont même pu faire du profit
suit là-dessus avec l'application de ce système. Bon, maintenant, désormais, il est clair que nous devons modifier la situation, nous devons injecter de nouvelles propositions pour alimenter le débat et dégager des solutions efficaces. Alors nous sommes à un moment historique crucial en termes de politique environnementale et je dois dire que j'attends beaucoup de la nouvelle Commission. La nouvelle Commission semble justement être engagée par rapport à ces questions. Alors il y a eu le Green Deal européen, je suis sûre que vous avez suivi ce travail hier et je pense que cela va dans la bonne direction. Hier, la Commission a dit très clairement que l'Union européenne et sa politique climatique constituent une priorité absolue dans son programme de travail. Cela est une première. Cela n'avait jamais eu lieu par le passé, mais l'heure tourne et nous n'avons plus le temps d'hésiter et nous devons avoir des objectifs ambitieux pour sauver l'environnement. Donc je pense que c'est une proposition qui est effectivement une bonne proposition, à savoir donc mettre un prix sur le carbone. Alors, à propos de l'initiative citoyenne, je serai très brève parce que je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Alors, cet instrument, comme je l'ai dit, est une possibilité unique pour les citoyens qui peuvent ainsi faire entendre leur voix et peuvent ainsi contribuer à la formation de la politique en présentant quelque chose de concret. Cela peut influencer les décideurs politiques et c'est un instrument de la démocratie. Cela oblige les décideurs d'être à l'écoute des citoyens une fois qu'on a les millions de signatures. Alors, un exemple de réussite, c'est l'initiative qui a été faite récemment, qui a collecté 1,6 million de signatures pour mettre un terme aux cages dans les exploitations d'élevage. Alors on peut nous dire, bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une proposition, un exemple d'initiative citoyenne qui a véritablement fait changer les choses? Il y a une initiative, c'était en 2014, c'était une initiative qui réclamait à ce que le droit à l'eau puisse être ancré dans les textes de l'Union européenne, afin que tous les citoyens aient le droit, même si donc le droit donc à avoir accès à l'eau. La Commission avait initialement répondu par la négative, mais quelques années plus tard, en 2018, au cours de la révision de la directive eau potable, il y a eu un article spécifique qui a été introduit dans le nouveau texte législatif, donc dans la proposition révisée, et qui portait sur l'accès à l'eau, répondant ainsi directement à la demande des citoyens. Alors c'est une révision qui est encore en cours, nous en sommes à la phase des trilogues, et donc la phase de négociation interinstitutionnelle entre le Parlement, le Conseil et la Commission, et j'espère, parce que le Parlement a fait un bon travail en termes justement de promotion des objectifs des citoyens européens, et j'espère que nous aurons enfin un premier texte qui va répondre de manière vraiment substantielle à une demande via une initiative européenne. Voilà, donc pour conclure, je voudrais vous souhaiter vraiment plein succès et je peux dire que je vous soutiens tout à fait pour essayer de collecter autant de signatures que possible pour faire bouger les choses. Merci. Thank you so much. I really take the freedom to add 30 seconds of comments. First, je prends la liberté de présenter quelques commentaires de manière télégraphique. Merci beaucoup et je me réjouis d'entendre que vous avez participé aux discussions au Parlement concernant les perspectives de modification de l'instrument de l'initiative citoyenne. Donc nous allons peut-être vous inviter à notre prochain webinaire. C'est un petit peu sous forme de plaisanterie, mais ce n'est pas vraiment
une plaisanterie parce que nous devons travailler sur la réforme de l'initiative citoyenne. Ensuite, deuxième chose, effectivement, vous êtes notre ambassadeur au Parlement européen pour ce qui concerne cette initiative spécifique et donc je me réjouis de votre enthousiasme. Alors, je voulais également dire que nous allons prévoir un petit temps pour les questions et réponses tout à l'heure, donc restez avec nous. Alors ensuite, j'ai un nom assez compliqué à prononcer. Alors, je me suis entraînée, hein, Timothy Galvary. Timothée Galver. Ah, Timothée Galver. Coordinateur de l'initiative sur la taxe sur l'aviation. Merci. Je suis Timothée, je suis français. J'ai lancé l'initiative sur la taxation du kérosène. Donc on m'a demandé de dire pourquoi nous avons présenté cette initiative et le but poursuivi. Bon, j'ai tout écrit en anglais, donc je vais vous parler en anglais. Tout a commencé l'année dernière avec le lancement du mouvement des Gilets jaunes. En fait, ils se plaignaient parce que le gouvernement français avait décidé d'augmenter les taxes sur les carburants, alors que en fait, il y avait un secteur qui s'en sortait, à savoir le secteur de l'aviation, qui ne devait pas être taxé. Macron donc a décidé de ne pas imposer de taxation sur le kérosène sur les vols intérieurs, mais il a dit que cela serait discuté sur le plan européen. Mais l'an dernier, en fait, il n'y a eu aucun débat à ce niveau-là. Personne ne parlait de taxation du kérosène. Donc nous avons commencé à faire davantage de recherches et non seulement nous nous sommes aperçus qu'il n'y a pas de taxation sur le kérosène, pas de TVA, et seul le pays taxe les voyages internationaux. Voilà pourquoi nous pouvons trouver des billets d'avion aussi bon marché, et voilà pourquoi Ryanair peut proposer des billets à 5, 10, 20 euros. Donc ça, c'est un gros problème, parce qu'en raison de ces avantages fiscaux, eh bien, chacun est encouragé d'une certaine manière à prendre l'avion plutôt que le train. Donc nous voulions nous opposer à cette taxation qui est absurde, parce que le ferroviaire ne bénéficie pas de ces mesures d'allègement. On paye la TVA sur les billets de train. Il y a également une taxation sur le diesel. Et donc la situation nous a semblé tout à fait absurde et on a décidé d'agir. Et en tant que citoyens européens, nous n'avons qu'un outil à notre disposition, à savoir l'initiative, et certains amis, certains camarades de classe et camarades de dortoir ont lancé cela. Donc c'était vraiment très local, mais c'est un problème aussi, parce que il ne s'agit pas uniquement de dire que l'on encourage les gens à prendre l'avion, mais cela booste aussi les émissions de l'aviation, qui augmentent de 5% tous les ans. Donc cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c'est un secteur particulier dans lequel les émissions sont en constante augmentation. Donc nous parlions de stratégie. Bon, nous avons donc trouvé des partenaires, surtout des ONG basées à Bruxelles, telles que Transport Environment, qui est l'ONG leader là-dessus, et puis également d'un certain nombre d'initiatives plus locales ou d'autres réseaux, Stay Grounded, le réseau Stay Grounded. Et une fois que nous avons lancé l'initiative, nous avons estimé qu'il était beaucoup plus intéressant. Enfin, moi, j'étais très optimiste. Je pensais qu'avec une idée tellement géniale, j'allais obtenir 1 million de signatures en une semaine. Et en fait, 1 million de signatures, dire que c'est un défi, c'est un euphémisme, c'est très difficile. On voit bien les chiffres.
Alors, il y a eu 80 initiatives qui ont été lancées et seules 5 ont collecté 1 million de signatures. Mais en fait, les citoyens ne sont pas au courant. Même les gens auxquels je me suis adressée, même des gens qui travaillent pour la Banque centrale européenne ne savaient pas du tout ce qu'est une initiative européenne. Donc, le citoyen lambda ne sait pas de quoi il s'agit. Même des journalistes font l'erreur. Hier, je lisais un article où une initiative était présentée comme une pétition. Ce n'est pas une pétition, c'est beaucoup plus contraignant que cela. Donc nous devons vraiment insister et faire connaître l'initiative. Bon, ce n'est pas contraignant comme une loi, mais c'est contraignant dans le sens où la Commission est tenue de présenter une réponse. Donc en termes de stratégie, on a envoyé des milliers de mails de par l'Europe pour demander à des ONG de signer la pétition, mais nous avons eu de la chance parce qu'en fait, c'est une question qui était de plus en plus d'actualité. Pratiquement tous les Spitzenkandidaten n'en ont parlé. Ils étaient pratiquement tous d'accord. C'est quelque chose qui devient de plus en plus prioritaire. Et d'ailleurs, cela a même été annoncé hier dans le cadre de l'annonce du Green Deal, indiquant que la Commission a l'intention de proposer aux États membres de mettre un terme à l'exemption fiscale du kérosène. Donc voilà, nous avons bien avancé avec les signatures. Je suis vraiment réjouie. Nous avons collecté 65 000 signatures en 6 mois et demi. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. En même temps, on est bien loin du million. Donc nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux que la Commission ait pris l'initiative et nous espérons qu'ils vont entendre la voix de toutes ces personnes qui ont pris le temps de signer cette initiative. Et je pense que cela a eu un impact parce qu'à l'évidence, au Conseil, les Pays-Bas, la Belgique et la Suède ont beaucoup insisté là-dessus, mais en même temps, et c'était formidable d'avoir ce lobbying de bas en haut, bottom-up. Nous avons envoyé des centaines de mails, ce qui a bien montré à la Commission qu'il y avait là une réelle volonté de la part des citoyens pour agir. Et j'en ai presque fini. Alors même si l'initiative citoyenne n'est pas un instrument idéal, parce que ce n'est pas évident, mais cela montre tout de même aux décideurs politiques ce qu'il en est, que ce soit le Parlement, la Commission, le Conseil. Cela leur montre bien que les citoyens ont certains sujets à cœur. Et voilà pourquoi je pense que l'initiative citoyenne, bien entendu, doit être améliorée, mais cela institutionnalise un mouvement. On institutionnalise une demande et c'est ainsi que l'on peut aller de l'avant. Et je pense que c'est un instrument de lobbying très efficace. Voilà, je conclus sur ces mots et si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas. Just a quick comment on what Timo said. Oui, pour réagir brièvement à ce que Timo disait, il a fait partie de ceux qui ont promu cette initiative européenne, qui ont signé la lettre ouverte que nous avons envoyée à Mme Jourova il y a 2 semaines. Donc il y a bien entendu des personnes qui ont ainsi plusieurs rôles. Et il y a Benita Magistrali qui est d'un autre comité d'initiative européenne. Alors ce que nous demandons, c'est que ce que nous demandons, c'est avoir davantage de budget sur l'initiative citoyenne de manière concrète et sur la participation des citoyens de manière générale. Et puis, il y a également un autre élément. Il s'agit de créer les conditions pour que les journalistes des services publics soient plus au courant de ce que sont les initiatives citoyennes. Si vous, avec le travail formidable que vous avez fait, vous avez atteint 65 000 signatures, imaginez si les médias, personnes responsables de l'information en Europe, ont la responsabilité justement d'être informés.
collaborate on trying to make it better. Et donc je pense que par le biais de la coopération, nous allons pouvoir améliorer cet instrument. Merci. Merci de votre présentation. Merci de partager les difficultés, mais également l'enthousiasme qui vous permet de progresser. Et merci d'avoir ajouté ces éléments. Effectivement, il nous faut un réseau, il nous faut promouvoir bien davantage l'initiative citoyenne. Alors, je vais rapidement passer à Andreas Salimbene. Il fait partie de ceux qui ont travaillé sur cette initiative, sur le prix du carbone. Alors, il est chercheur à l'Université de Florence et au niveau de Mans, il coordonne l'initiative en termes d'économie circulaire. Voilà, donc est-ce que l'initiative sur le prix du carbone, est-ce que cela pourrait donner lieu à une politique? Est-ce que l'on peut imaginer une transition du système, du modèle économique européen? Merci Claudia. Merci de cette présentation. J'ai entendu beaucoup de très bonnes contributions concernant les questions générales des nouvelles politiques pour l'environnement. Il s'agit d'encourager le changement, mettre un cadre à ce changement. Alors je pense que en général, les gens s'occupent plutôt de leur propre jardin et ils ne ressentent pas, ils n'ont pas ce sentiment d'urgence à moins d'y être confrontés directement. Alors je vais prendre 8 minutes pour nous expliquer comment le prix du carbone pourrait avoir un impact positif sur la qualité de vie des citoyens dans leur pays. En fait, il s'agit d'évaluer, de démontrer l'aspect positif de cette initiative et il faudrait aussi parler de la réduction des impôts, la réduction des impôts que tout citoyen paye en Europe. Alors quel est le rôle du prix appliqué au carbone? Eh bien, le but serait de réduire l'écart entre les produits renouvelables, les carburants, les biocarburants, alors par rapport à leurs frères carburants fossiles, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Il est très difficile. Alors moi j'essaye de faire de la recherche dans le domaine des produits bio et alternatifs, mais on ne peut pas être compétitif par rapport aux produits fossiles pour une raison très simple. Le système de production est complètement différent. Nous ne pouvons pas faire de l'extraction à partir du sol ou de la roche. Nous devons travailler sur des matières premières très complexes, le vent ou même les déchets dans le cas précis. Alors la Commission a fait un travail formidable avec le paquet de l'économie circulaire et la Commission s'efforce d'identifier de nouvelles sources pour les produits durables, à commencer par les déchets. Donc, la question est de savoir ce que nous pouvons faire désormais pour soutenir une nouvelle économie qui commence par le fait de valoriser les résidus, les déchets, quels qu'ils soient, qui va permettre de produire un nouveau produit qui va remplacer les carburants fossiles. Alors, un exemple, le kérosène dans l'aviation peut être remplacé par du kérosène bio. Évidemment, le coût est 4 fois plus élevé. Et donc, pour que le biokérosène soit compétitif, eh bien, il faut appliquer une taxe sur le kérosène. Alors, dans d'autres domaines, le bio a un coût. Le charbon bio, il est 2 fois plus cher que le charbon chinois. Et donc, la seule manière de le rendre compétitif, c'est de mettre un prix sur le CO2. Alors pourquoi disons-nous que cette solution pourrait avoir un impact positif sur
la vie des citoyens et sur leurs économies, par exemple. Alors, j'essaye d'approfondir et de voir comment fonctionne le secteur des déchets et comment on pourrait revoir cela. Donc la question qui se pose jusqu'à présent, c'est que si moi, je dois traiter des déchets pour produire un produit, je dois partir du point de départ indiquant que je ne peux pas être compétitif par rapport à des produits qui sont fabriqués à partir de fossiles. Donc j'essaye de prendre, donc il y a des sites, même de traitement de déchets bio, ont des aides pour le traitement de ces déchets. Et ce droit finance les taxes pour l'aviation que tout le monde doit payer. Donc où est l'avantage de ce type d'économie circulaire ou l'avantage du compost? Ce sont des matériaux secondaires, ce qui signifie qu'ils sont à bas coût. Mais si l'on établit les bases permettant de modifier ce système et permettant de faire en sorte que les produits basés sur les déchets traités sont aussi compétitifs que les produits basés sur les matières premières fossiles, eh bien là, on pourra avancer. En raison de la valeur finale du produit qui sera compétitif par rapport à des produits provenant des matières premières fossiles. La tarification du carbone, cela peut s'appliquer à d'autres secteurs, pas uniquement l'énergie. La Commission a fait un autre excellent travail, identifier les matières premières critiques, donc des matières premières rares sur la planète, que nous exploitons, créant, ce faisant, une consommation déséquilibrée. On nous dit qu'il faut arrêter l'extraction. On doit utiliser les déchets plutôt que de les déposer ou de les abandonner dans des décharges. Je vous donne un exemple. Le carburant fossile, c'est l'un des éléments les plus critiques. Nous importons du Maroc, du Nigeria, d'Égypte. Si je veux extraire du phosphore et pas dans du phosphore, si je veux l'extraire de mes déchets, il me coûtera 3 fois plus cher. Donc je n'ai qu'une manière d'être concurrentiel. Appliquer une taxe sur le phosphore que j'importe, puisque je veux tenir compte de l'impact environnemental de l'extraction et de son transport. C'est important, car ça génère une réduction des émissions, mais également une nouvelle économie qui se base sur des matières locales. Le déchet, c'est un matériau local. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'avec Humans, nous proposons de nouvelles réglementations au niveau local, dans des villes, des petites villes, des localités. Nous proposons de nouvelles approches de la gestion des déchets, des approches qui se concentrent sur la valeur du produit. Une valeur en tant que ressource, mais aussi une valeur environnementale. Donc nous devons commencer à réfléchir à la valeur environnementale du produit. Et j'en resterai là. Merci, vous avez bien résumé l'argumentaire. I just want to share an anecdote that I was thinking of when first Timothy and Daniel were speaking. When on the 18th of October we held the second event. Le 18 octobre, nous avons organisé le deuxième événement de Science for Democracy. C'était d'abord à Londres et puis à La Haye, où j'habite. Well, a former student mate of mine joined the event, Lidia Paletti. She's an engineer and she works for ancien étudiant à moi nous a rejoint. Elle travaille aujourd'hui pour l'autorité aéronautique néerlandaise. C'est vraiment une perspective très technique, mais elle a bien résumé la situation dans un commentaire. Elle m'a dit le moment est venu pour le prix des tickets d'avion, des billets d'avion, de vraiment refléter le coût du billet d'avion.
Et je pense que cela résume bien le propos. Alors, je vous remercie. Nous avons terminé avec ce premier panel. Merci pour vos contributions. Je vais maintenant passer la parole à Anita Bernacchi et Giorgio Berroso qui nous rejoint. Anita et Giorgio vont nous donner l'exemple d'une initiative qui, je pense, s'aligne bien sur l'esprit de notre initiative. Anita et Giorgio, je ne sais pas comment on dit, ils sont conseils d'une association basée à Bruxelles. Merci Science for Democracy, merci Humans d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté notre contribution au débat du jour. Nous appartenons à la section locale de Pi Europa. Nous sommes actifs depuis la fin 2017. Nous coordonnons la campagne électorale de notre groupe. Alors j'aimerais maintenant vous présenter une initiative. C'est notre initiative phare pour cette année, je pense. Une initiative citoyenne, une proposition d'initiative citoyenne qui s'inscrit dans ce que vous présentez aujourd'hui, mais avec une autre perspective. Fidi Constituenti, donc les enfants fondateurs, avec référence aux pères fondateurs de la Constitution italienne. C'est une proposition citoyenne visant à introduire 3 piliers importants de la Constitution italienne qu'on ne retrouve pas dans les procédures démocratiques. L'égalité intergénérationnelle, la protection environnementale et le développement durable. Lorsque une loi est élaborée aujourd'hui, les jeunes ne sont pas pris en compte. Par contre, les décisions des anciennes générations, elles, les impliquent. S'ils ne sont pas impliqués dans ce processus, ils souffriront les conséquences de ces actions demain. Donc, pour les doter d'un instrument, pour leur permettre de peser sur l'avenir, nous nous sommes dit qu'il pourrait être intéressant de contraindre les anciennes générations, les générations de l'ancien monde, de les contraindre à inclure leurs droits dans la Constitution. Nous avons voulu réunir 50 000 signatures. L'objectif n'a pas été atteint, mais cela fait désormais l'objet d'une pétition qui a été transmise au Sénat italien la semaine dernière. La proposition a également été reprise dans un projet de loi constitutionnelle. La sénatrice Emma Bonino l'a présenté d'ailleurs devant le sénateur italien. À Bruxelles, nous défendons cette initiative de nombreuses manières. Et d'ailleurs, je vais passer la parole à mon collègue Giorgio, qui lui va vous en reparler un petit peu plus longuement. In fact, in Brussels, we presented the initiative at the Jubel Democracy Festival in autumn, and that was a great experience also to speak to an international audience about our J'ai déjà parlé de cette proposition plutôt à l'automne, ce qui m'a permis de comprendre que nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée et donc insérer ce principe fondamental de durabilité économique notamment, mais aussi d'égalité intergénérationnelle. Un concept très important car le problème, Anita l'a très bien dit, c'est que les jeunes
jeunes générations ne votent pas, elles ont moins de 18 ans, c'est vrai, et elles ne peuvent se défendre. Mais les décisions que nous prenons ont un impact. Donc nous allons suivre cela au Sénat italien, voir comment cette proposition évolue. Nous savons que c'est au cœur du débat, car notre Premier ministre a évoqué le sujet. Donc souvent, les grands partis vont prendre leurs idées chez les petits partis. Bon, peu importe, tant que nous pouvons avoir un impact, c'est le plus important. Oui, nous avons d'autres initiatives à Bruxelles. Nous n'avons pas de députés européens, mais nous souhaitons collaborer avec la famille libérale et avec tous les députés qui sont prêts à collaborer avec nous. Nous sommes ici ouverts à toutes les propositions. Thanks to you. Sorry if I was moving around. There were some logistic information to be shared. I have to say that I also have the luck to know very well Fili Constituenti. Je connais bien Fili Constituenti. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette initiative, sachez que le principe d'égalité intergénérationnelle motive énormément d'autres initiatives. Et cela est vraiment dans l'intérêt d'autres générations. Il est bon de se fixer des objectifs au niveau du droit constitutionnel. Nous sommes très contents qu'ils aient été aujourd'hui parmi nous pour nous présenter leur initiative. C'était la dernière présentation. Nous en avons conclu la partie sur les initiatives concrètes au niveau national ou européen sur le changement climatique et l'environnement. Je repasse la parole à Marco Perduca qui va